Bonjour à tous, bonjour Bertrand, bonjour les collègues de Jalony. Alors, nous vous proposons aujourd'hui un live sur la finition des bovins, avec un enjeu particulier qui va être celui de l'autonomie et d'arriver à satisfaire de bonnes finitions des bovins avec des régimes complètement autonomes. Donc, pour nous accompagner sur ce live d'aujourd'hui, on a fait appel à deux de nos collègues que l'on côtoie quotidiennement en fait dans le cadre du réseau FarmXP et qui travaillent plutôt avec un autre modèle animal, des vaches de race charolaise. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jérémy Doué, ingénieur à l'Institut de l'élevage, et Julien Renon, responsable du site de Jalony, de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Voilà. Donc on va vous proposer un petit exposé un peu comme d'habitude, avec d'abord une présentation de nos travaux de recherche. Après, une petite vidéo en immersion sur le site de la ferme de Torigné. Et enfin, un temps d'échange avec vous sur la problématique du moment. Voilà. Bertrand, je te laisse lancer le diapo. Ça y est, Voilà. c'est parti, Alors, oui. c'est parti. Donc, première diapo, petit point de rappel sur la ferme de Torigny d'Anjou. Donc, voilà, deuxième diapo. Donc là, bon, rien de particulier, hein, rien de nouveau. La ferme de Torigny, c'est toujours la même. Si vous voulez plus de précision par rapport à son organisation, on vous renvoie vers la consultation des lives précédents que nous avons réalisés, où vous aurez toutes les informations nécessaires pour comprendre en gros l'esprit de cette ferme. Alors, diapo suivante, hein, les enjeux de la finition des vaches. On les situe à trois niveaux. D'abord, le premier enjeu, c'est pour l'éleveur. L'éleveur, son objectif, c'est qu'il se fasse une marge suffisante de manière à avoir un niveau de rémunération satisfaisant. Alors pour ça, il a plusieurs leviers. Hein, c'est jouer sur le poids, la conformation et la note d'état corporel de ces animaux. Pardon. Donc c'est trois éléments qui aujourd'hui sur le marché français vont permettre d'établir le prix du bovin. Et après, il a des solutions techniques en fait pour arriver à maîtriser ses charges. Alors, et là, ça va être l'enjeu d'utiliser les bons concentrés, parce qu'on a des prix qui varient d'un concentré à l'autre, et les bonnes ressources alimentaires, de manière à être le plus autonome possible. Voilà. Ensuite, il y a un autre enjeu, c'est le positionnement du transformateur. Lui, le transformateur, il va aller rechercher un rendement net en viande, et puis derrière vont en découler différents circuits de commercialisation qui sont importants. Et des fois, en fait, il n'y a pas toujours une adéquation entre ces deux enjeux. Et enfin, dernier enjeu qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, c'est ce que veut le consommateur. Le consommateur, il dit vouloir un produit de qualité, mais la qualité, c'est quelque chose qui est très complexe à approcher. Il y a des aspects visuels, donc dans l'acte d'achat, présence de gras, pas trop de gras, voilà, là, les choses ne sont pas toujours très claires. Il y a la qualité organoleptique, la qualité en bouche. Et enfin, des choses assez récentes, mais pleines de bon sens, de plus en plus d'attentes environnementales. Voilà, le consommateur veut voir des bovins dans des prairies et donc des bovins qui sont aussi engraissés avec un maximum d'herbes pâturées. Alors, la question de la finition des femelles à tauriner, donc elle s'intègre plus largement dans la conduite, on va dire, du système d'élevage, en sachant que voilà, sur la ferme, on est plutôt sur un taux de renouvellement relativement élevé, à hauteur de 35%, qui est couplé à un âge au premier vélage autour de 30 mois. Bon, l'idée, c'est de maximiser en fait le produit viande. Avec ce taux de renouvellement élevé, ça laisse de la souplesse en fait pour la gestion de tout ce qui est réforme et de maîtriser aussi l'improductivité. Et avec un âge au premier vélage à 30 mois, finalement, on réforme des jeunes femelles qui ont déjà eu un vélage et donc qui a permis d'avoir un produit sur le veau. Et puis la deuxième chose, donc premier point, maximiser le produit viande. Et puis le deuxième, c'est d'optimiser aussi le potentiel de croissance. On le verra, on a des reprises de poids en finition qui sont plus importantes justement sur ces jeunes femelles et donc qui permet d'optimiser un petit peu ce potentiel de croissance. Alors d'une manière générale, l'orientation génétique un peu sur le troupeau, on se retrouve sur un troupeau qui est assez mixte viande. Voilà, il y a quelques indicateurs génétiques, là, quelques index génétiques. En termes de croissance, le CRCEV, voilà, on est en moyenne à 100. Le DMCEV, le développement musculaire, autour de 104. Et puis le développement squelettique aux alentours de 98. Donc ensuite, en pratique, le pilotage de l'engraissement se fait en fonction de la note d'état corporel. Donc on essaie d'atteindre une note d'état corporel à 3 avant d'envoyer les animaux à l'abattage. Et puis, effectivement, on va travailler, c'est ce qu'on va voir par la suite, sur des rations qui sont équilibrées.
On se limite effectivement à 40% de concentré maximum de matières premières dans le cadre du respect du cahier des charges, évidemment, de l'agriculture biologique. Et il faut savoir que l'ensemble de nos femelles, hein, toutes nos femelles de réforme sont valorisées, sont bien valorisées dans la filière bio. Alors pour faire un premier aperçu un petit peu de comment évoluer les performances des vaches, les performances d'abattage en fait depuis la création de la ferme, donc depuis une vingtaine d'années. Voilà, le tableau reprend un peu les évolutions qu'on a eues sur les années 2000-2004 et puis en comparaison à ce qu'on avait eu sur 2013-2015. Donc on se retrouve hein, sur un troupeau qui est relativement jeune, donc un âge d'abattage qui est jeune, autour de 5 ans. Les poids en début de finition n'ont pas beaucoup évolué. Par contre, ce qui a beaucoup évolué, c'est la note d'état en début de finition qui est passée. On était sur des vaches qui étaient à 2,3 de note d'état d'engraissement sur les années 2000-2004 et qui sont arrivées en début d'engraissement qui n'était plus qu'à 1,8 sur les années 2013-2015. Donc le corollaire de ça, c'est une augmentation quand même relativement importante de la durée de finition qui est passée à peine 90 jours dans les années 2000 à plus de 140 jours dans les années 2013-2015. Donc, ce qui permet un gain, ce qui permet quand même un alourdissement en fait en termes de poids de carcasse. Hein. Il y a presque une cinquantaine de kilos qui ont été pris en une quinzaine d'années. Une petite amélioration aussi du rendement carcasse, mais on voit bien quand même que ça s'est traduit par une augmentation assez importante quand même de la partie de la durée de la durée de finition. Alors, le thème, hein, c'est bien les régimes autonomes. Donc, sur la ferme de Torigné d'Anjou, on a testé de façon analytique 14 régimes d'engraissement différents. On fait le choix de vous en présenter 4 aujourd'hui. Alors, le premier, qui a été fait entre 2011 et 2013, avec la première modalité à base de foin de luzerne. Donc, la ration était la suivante, hein. On proposait aux animaux du foin de luzerne à volonté. Donc, ils étaient en mesure d'en ingérer 7,4 kg de matière sèche, qui était complémenté par du triticale poids. L'objectif étant, bien sûr, hein, d'avoir un équilibre PDI par UF autour de 100, de manière à assurer un bon fonctionnement ruminal du bovin. Et cette ration, on l'a comparée à une ration dite mixte. La ration mixte, en fait, c'était une base d'ensilage d'association céréales protéagineux, un fourrage qu'on produit sur la ferme de Torigné et qui marche très très bien, à raison de 5,8 kg de matière sèche, du foin de luzerne distribué à volonté, et cette fois-ci complémenté avec 4,8 kg de triticale pois et 1,2 kg de févrole, deux ressources, elles aussi autoproduites, et le même équilibre de régime alimentaire. Quand on regarde les performances, eh ben, on observe qu'il y a 100 grammes de GMQ d'écart entre ces deux régimes. Et l'explication, elle est assez simple en fait. Le régime à base de luzerne, il a une densité énergétique qui est significativement plus faible que le régime dit mixte, 0,77 contre 0,84. Alors comment ça s'explique ça? Eh bien, ça s'explique par un des points faibles de la luzerne, hein, c'est qu'elle a une valeur énergétique relativement faible, 0,6 UFV, et aussi une valeur d'encombrement assez élevée, 1,15 UEB. Voilà. Donc deux régimes autonomes qui marchent très bien. Pourquoi? Parce qu'on a des durées de finition qui vont être entre 140 et 150 jours, qui permettent de produire des bonnes carcasses bien finies. Donc, en l'occurrence, hein, sur nos animaux, on était autour de 430 kg de carcasse, des rendements satisfaisants, et surtout des états de finition à 3, donc correctement finis. Voilà. Petite attention à porter en fait au régime luzerne, ça va être la gestion des refus. C'est-à-dire que la luzerne, en fait, dans le comportement alimentaire, les animaux, ils ont tendance à aller chercher, à privilégier la feuille dans l'acte d'ingestion. Et si on on leur laisse trop de tiges à disposition, bah, clairement, la densité énergétique, elle va chuter. Et là, les performances, elles vont se retrouver pénalisées. Donc, veillez dans le cas de régime à ce qu'ils aient toujours du foin de luzerne à disposition et de qualité. Voilà. Autre régime d'engraissement, cette fois-ci à base d'enrubanage. Bertrand, Donc, sur les enrubanages, donc là, on avait comparé des enrubanages donc, de prairies à flore variée, donc qui sont des mélanges hein, fétuques, RGA, trèfle blanc, trèfle hybride et lotier qui sont pratiqués sur la ferme, à des enrubanages de luzerne, avec un régime, donc voilà, on était autour de 8 kg de matière sèche d'ingestion sur l'enrubanage, à la fois sur les flores variées ou l'enrubanage de luzerne, qui était complémenté par du triticale pois. Et là, on va faire un peu des observations un peu analogues à ce qu'on voyait avec le foin de luzerne, c'est vrai que sur les modalités qui étaient enrubanage de luzerne plus concentré triticale pois, on a eu des performances un petit peu plus faibles en termes de GMQ. On est autour de 860 grammes de GMQ contre 1084 grammes dans le cadre de l'enrubanage de prairies à flore variée.
Donc, pour atteindre le même niveau de performance en termes de poids de carcasse, là autour de 450 kg et de 56 en termes de rendement, il y a eu une durée de finition un petit peu plus longue sur la modalité en fait avec enrubanage de luzerne, et on retrouve voilà un petit peu ce déficit énergétique qu'on peut avoir sur la luzerne qui se répercute en termes de performance. Donc effectivement, le point de vigilance, c'est là toujours de regarder sur les valeurs UF de la luzerne. Éventuellement, après, tout ce qui va être aussi critère d'ingestion, la matière sèche et évidemment la longueur des brins aussi qui peut favoriser l'ingestion de cette luzerne. On fait des constats un peu analogues à ce qu'on voyait tout à l'heure sur le fond de luzerne. Voilà, donc en termes de repères de rationnement, dire que des régimes autonomes, c'est tout à fait possible. Il y a quelques règles à respecter, hein. Une bonne densité énergétique, donc viser des niveaux supérieurs à 0,8 UFV par kilo de matière sèche ingérée. Donc cela nécessite quand même des fourrages de qualité. Bien sûr, hein, des rapports PDI par UF égal ou autour de 100, de manière à assurer une bonne valorisation de l'amidon et de la cellulose grâce à un niveau protéique suffisant. Les apports de concentré, ils sont inévitables, hein, des densités énergétiques aussi élevées qu'à partir de fourrage, même de fourrage équilibré, à notre connaissance, ça n'existe pas encore. Il y a peu de chances que ça existe un jour. Et du coup, au regard des niveaux d'apport de concentré, c'est penser à les fractionner. Donc là, on vous a proposé une représentation en fait graphique. Vous avez sur le graphique en bas à droite, vous avez l'évolution du pH ruminal en fonction du temps. C'est un axe qui représente une journée. Et on voit qu'à chaque distribution, on a une diminution du pH ruminal. Donc ça, c'est des mesures qu'on a faites par introduction de bolus dans les bovins sur des régimes à engraissement. Qu'est-ce qu'on observe aussi, c'est que c'est avec ce mode de distribution, hein, donc dit fractionné, deux distributions 2 fois 3 kg le matin et le soir, et on n'est jamais placé dans une plage où le pH ruminal est mis en défaut en fait et qui pourrait pénaliser une bonne valorisation des ressources. Donc voilà, donc pas de ressources miracles, mais juste des équilibres à bien respecter. Alors ensuite, on va vous proposer une petite vision économique de tout ça. Donc on a regardé, on est reparti un peu des résultats d'essais qu'on avait eu là sur les essais qu'on vous présentait précédemment, avec des régimes à base d'enrubanage de prairies à fleurs variées et quand même là qui étaient complémentés avec 6 kg de céréales autoconsommées. Donc l'idée étant un peu de voir l'intérêt technico-économique de cette phase de finition. Donc pour mesurer un peu la marge qui pouvait être dégagée, marge sur coût alimentaire qui était dégagée sur cette phase de finition. Donc on est reparti un peu, on a essayé de, voilà, de donner un niveau de valorisation d'une vache non engraissée, donc qui serait à 660 kg 60 kg de poids vif, qui a un potentiel de rendement de carcasse aux alentours de 354 kg, en lui mettant une conformation R égale, une note d'état pas finie, donc autour de 2. Voilà, on a un prix unitaire qui est autour de 4,61 et un produit qui serait autour de 1630 euros. Donc voilà une base de départ, l'animal de départ avant finition, ce que ça pouvait donner en termes de valorisation. Et ensuite, derrière, on a repris les performances qu'on avait observées dans la série de ces essais-là, avec les rations qui est enrubanage et céréales autoconsommées. Et voilà, on arrive à une augmentation du poids de carcasse, donc de 354, on arrive à 436 kg. Une amélioration aussi du rendement et de la note de conformation. Donc là, on leur a fait prendre 2 tiers de classe. Et puis une amélioration forcément de la note d'état. Donc, ce qui permet aussi d'améliorer le prix unitaire payé au kilo de carcasse. Donc, c'est vrai que si on combine à la fois l'alourdissement du poids de carcasse et puis l'augmentation du prix unitaire, on arrive quand même à une amélioration du produit généré sur la vache qui est finie aux alentours de 660 euros. Et ensuite, donc, on a enlevé les coûts alimentaires. Donc, on a une durée de finition autour de 135 jours avec un coût de ration aux alentours de 2,80 euros. Donc, ce qui représente quand même une charge alimentaire de 380 euros. En comptant voilà, les enrubanages autour de 100 euros par tonne de matière sèche et les concentrés au prix de vente autour de 330 euros. Donc au final, sur ce bilan-là, on arrive à un bilan qui est quand même plutôt favorable à tout ce qui est phase de finition, dans le sens où on a une marge sur coût alimentaire sur cette phase de finition qui est de 281 euros. Et donc maintenant, pour poursuivre, nous allons nous diriger vers la Bourgogne, vers Jalony, et qui vont nous présenter les résultats qu'ils ont eus sur leur ration de finition et puis sur des approches technico-économiques qu'ils ont pu faire à Jalony. Donc la ferme expérimentale de Jalony, située en Saône-et-Loire, donc dans le bassin laiton charolais,
a également conduit des travaux sur les conduites alimentaires de finition de vaches de réforme charolaise. Donc l'objectif de ces travaux-là, c'était d'expérimenter des régimes alimentaires de finition riches en fourrage, récoltés précocement, pardon, et riches en protéines, de manière à renforcer l'autonomie protéique des rations et de baisser les coûts en diminuant les apports de concentrés. Donc ces travaux-là ont été conduits 3 années successives. Donc là, on a fait le choix aujourd'hui de vous présenter les résultats de l'année 2017, qui est l'année qui a la mieux fonctionné. Donc les animaux support des travaux donc, sont des vaches de réforme charolaise maigres avec une note d'état corporel de 2 à la mise à l'engraissement pour un poids vif de 695 kg vifs en moyenne. Donc en 2017, les travaux visaient à comparer 3 régimes alimentaires d'engraissement. Donc on avait un premier régime qui était un régime plutôt classique à base de foin et de concentré, comparé à 2 régimes expérimentaux à base d'enrubanage. Donc l'un conduit avec de l'enrubanage d'herbe et l'autre conduit avec de l'enrubanage de luzerne. Donc, dans chacun de ces 3 régimes, les fourrages étaient apportés à volonté en libre service et les concentrés étaient rationnés avec 2 apports journaliers matin et soir. Donc, dans le régime classique foin concentré, donc la ration était équilibrée avec un apport d'orge aplati et de tourteau de colza. Et dans les 2 lots enrubanage d'herbe et enrubanage de luzerne, la complémentation apportée était de l'orge aplatie et du fait de la bonne qualité de l'enrubanage d'herbe et de luzerne récoltée, on a pu s'affranchir d'un apport de tourteau. Donc sur ces 3 régimes, les niveaux de consommation enregistrés étaient situés entre 16 et 17 kg de matière sèche ingérée par animal et par jour, ce qui équivaut à peu près à des niveaux de 2 kg de matière sèche pour 100 kg de poids vif, avec des apports UF journaliers situés entre 13 et 14 pour des densités de ration situées entre 0,8 et 0,9 UFV par kilo de matière sèche ingérée. Donc sur le plan des performances zootechniques, les 3 lots ont enregistré des bons niveaux de croissance. On était sur des GMQ moyens sur la phase d'engraissement situés entre 1,2 kg et 1,350 kg pour des durées de finition plutôt classiques situées entre 120 et 130 jours de finition. Concernant les caractéristiques des carcasses obtenues, donc on était sur des poids de carcasse situés entre 450 et 465 kg pour des rendements entre 54 et 55 avec des conformations autour de R+. Donc plutôt des caractéristiques de carcasse qui étaient conformes aux valeurs standards attendues par le marché avec des états d'engraissement moyens pour chacun des lots situés à 3, donc des bons états d'engraissement. Concernant maintenant l'approche économique, donc en considérant l'orge et les fourrages disponibles sur l'exploitation et en prenant donc le coût du tourteau de colza observé sur la ferme expérimentale de Jalony en conjoncture 2017, on arrive à un coût alimentaire d'1,56 € par kilo de viande de poids vif pour le régime enrubanage d'herbes et céréales, soit un coût de 25 centimes inférieur au régime classique foin concentré. Et donc pour le régime enrubanage de luzerne et céréales, on était sur un coût alimentaire intermédiaire entre les 2 premiers régimes. Donc exprimé au niveau de la marge sur coût alimentaire, donc en se basant sur les prix d'achat de vaches maigres et grasses en conjoncture 2017, on arrive à une marge sur coût alimentaire de 123 € qui est la plus favorable pour le lot enrubanage d'herbes et céréales. Puis vient ensuite le lot enrubanage de luzerne à 92 € et ensuite notre lot témoin foin concentré à 87 € par vache engraissée. Et merci Jérémy. Donc pour poursuivre, donc on le voyait hein, dans les 2 cas de figure, on est plutôt sur voilà sur des marges qui sont dégagées sur cette phase de finition. Et la question qu'on s'était posée là plus récemment en fait sur la ferme, c'est d'essayer de regarder aussi. Effectivement, on a un intérêt économique indéniable sur la phase de finition, mais peut-être jusqu'à un certain point. Et là, ce qu'on avait regardé, en fait, on avait comparé le gain économique qui était réalisé durant la phase de finition en séparant 2 catégories animales, les vaches qui étaient plutôt jeunes, donc inférieures à 6 ans, et les vaches
entre guillemets, qu'on va qualifier de plus âgés, qui avaient plus de 6 ans. Et le graphique, là, ce qu'il représente, en fait, c'est l'évolution, la cinétique d'évolution, en fait, du GMQ pendant la phase d'engraissement. Et effectivement, on a retrouvé des choses d'un point de vue zootechnique où on avait des vaches qui ont plus de 6 ans, qui ont tendance à baisser un petit peu plus en termes de croissance et un peu plus vite. La croissance chute plus vite dans la phase d'engraissement où elles vont descendre, voilà, à plus de 100 jours rapidement aux alentours de 5 à 600 grammes de GMQ sur cette phase de finition. Et l'idée, ça a été de regarder, de se poser la question de savoir comment évoluer en fait le bilan, le gain économique sur la fin de la période de finition, en comparant donc ces deux catégories animales. Donc ce qu'on voit en vert, c'est qu'effectivement, les vaches qui, dans la dernière phase, le 100-135 jours, donc les vaches qui ont moins de 6 ans, on peut estimer qu'on a un gain de carcasse qui représente à peu près 525 grammes par jour, donc ce qui génère un produit aux alentours de 2,68 €. Et quand on regarde, voilà, avec une ration qui est estimée là, avec un coût aux alentours de 2,60 €, ben, on a un bilan économique qui finalement est tout juste à l'équilibre sur cette catégorie-là. Et si on s'intéresse aux vaches de plus de 6 ans, donc qui font forcément des GMQ plus faibles aux alentours de 5 à 600 grammes, donc des gains de carcasse plutôt estimés aux alentours de 350 grammes par jour, donc ça veut dire qu'elles génèrent un produit en fait plutôt aux alentours de 1,90 € par jour. Donc, elles génèrent un produit qui finalement est inférieur au coût de leur ration. Et là, on a un bilan qui est plutôt négatif. Donc là, c'est ce qu'on verra, c'est la question qu'on se pose actuellement. Sur ces derniers kilos, où là, effectivement, sur ces vaches un petit peu plus âgées, on a un bilan technico-économique qui devient négatif. On a une expé là qui est en cours, où on va traiter justement de la phase de finition en comparant des animaux plutôt qui seraient engraissés jusqu'à 2,5 note d'état, donc plutôt autour de 100 jours de finition, et comparé à des animaux qui sont finis plutôt autour de 3, et qui permet en fait d'éviter peut-être cette phase où effectivement on réalise très peu de gains économiques sur la phase de finition. Voilà, donc en conclusion, dire que finir des vaches de réforme avec des rations 100% autonomes, c'est possible. En Limousin avec une conduite en agriculture biologique, mais aussi avec des charolaises conduites dans un système dit conventionnel. Il y a un facteur de réussite de cette autonomie quand même, c'est d'arriver à avoir des fourrages à base d'herbe, bien conservés et surtout ingestibles. Alors, d'un côté, on a plutôt des légumineuses fourragères, où là, l'enjeu, ça va absolument être de dépasser les 0,65 UFV par kilo de matière sèche. Sur la protéine, on n'est jamais limitant. Et dans ce cas-là, cette ressource peut être complémentée uniquement à base de céréales. Et après, on a des choses plutôt à base de prairies à flancs variés ou prairies multi-espèces, où là, l'enjeu est moins énergétique parce que c'est plus simple à atteindre, mais va être plus protéique. Et là, on va chercher au moins à avoir 12% de MAT. Et dans ce cas-là, on pourra complémenter cette ressource avec un triticale pois, par exemple. Julien, je te laisse poursuivre peut-être sur la place de ces régimes à l'échelle un peu des systèmes. Oui, bonjour à tous. Donc, ce qui est important de noter, c'est que la stratégie d'engraissement, elle s'intègre dans la réflexion du système fourrager, que l'on soit en bio ou en conventionnel, comme à Jalony. Donc, on aura des spécificités dans les pratiques autour des fourrages liées à nos deux approches bio et conventionnelles en parallèle. Ce que je peux dire, moi, pour la partie des travaux qui ont été faits là, sur les enrubanages, où on a travaillé sur les récoltes en fauche précoce, ça a amené donc une évolution des pratiques, des dates de fauche d'enrubanage et de fertilisation dans un système conventionnel. Donc, on a eu tendance à augmenter un peu la dose d'ammonitrate sur les parcelles qui étaient enrubanées pour avancer significativement les dates de fauche. Initialement, dans des conduites en phase d'élevage, on vise, et c'est important de le dire, et ce n'est pas forcément nécessaire d'aller plutôt, quand on est sur la phase d'élevage, d'améliorer vraiment, comme pour faire de l'engraissement, en fait, la qualité des enrubanages, parce qu'en termes de densité énergétique, on va avoir des besoins qui vont être couverts avec des enrubanages entre 900 et 1000 degrés. Et c'est vrai que quand on va sur des phases de finition, on va rechercher donc, ce qui a été évoqué, de la densité énergétique et de la protéine. Quand on arrive à vraiment bien le conduire, on arrive à se passer de tourteau. Et c'est vrai qu'on est passé d'une pratique de 900 à 1000 degrés sur la ferme de Jalony, qui était plutôt une habitude pour faire des rations d'élevage, à un enrubanage qui doit être nécessairement récolté autour de 800 degrés, sans trop déraper, parce qu'après la qualité va baisser très rapidement. Et les intérêts qui ont été présentés dans ce qu'a montré Jérémy vont disparaître avec il y aura un retour nécessaire des tourteaux et de plus de supplémentation aussi énergétique en lien avec la baisse de la qualité du fourrage. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur l'aspect conventionnel. Donc là, à cette période où on vient, voyez, aujourd'hui, on vient de sortir le smart d'engrais
sur la ferme, on commence les épandages pour toutes nos fauches précoces. Donc, il y a une partie qui est dans silage d'herbe, une partie qui va être enrubanée. La différenciation, c'est que donc pour ces fauches-là, on va épandre à cette même date, dans ces 6 jours-ci, avec une quantité d'azote qui est un peu supérieure au niveau de l'ammonitrate. On va remettre autour de 50 kg de plus, entre 50 et 100 kg de plus que ce qu'on fait habituellement, pour pouvoir récolter, on va dire, 15 jours plus tôt. C'est une mauvaise moyenne, mais c'est quand même dans la pratique, quand on regarde, c'est un peu la traduction. Récolter plus tôt sans baisser le rendement de manière trop forte et rester autour d'un rendement intéressant par rapport au coût de mécanisation qu'on génère à l'hectare, pour viser à peu près 4 tonnes de matière sèche, 3 tonnes 8, 4 tonnes. C'est des rendements qu'on a fait de manière très régulière depuis plusieurs années avec ce système de fauche plus précoce. Je te laisse peut-être, Julien, excuse-moi, mon homologue, anonyme, compléter pour la partie bio. Voilà, parce que bien sûr, pour la partie taurinier et la partie bio, il n'y a pas d'ammonitrate. Donc, il faut trouver des alternatives pour aller chercher des fourrages avec une bonne densité énergétique. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'aller chercher un fourrage au stade feuillu. Donc, il y a un enjeu qui permet d'y arriver, en fait, c'est d'arriver à bien faire déprimer les prairies qui, derrière, seront enrubanées. Donc, nous, en fait, depuis hier, on a commencé à mettre les animaux au pâturage. D'abord sur les prairies qu'on envisage de récolter en enrubanage, comme ça on a un bon déprimage et derrière un stade feuillu en fait qui va plus se développer et on devrait être en mesure d'aller chercher des fourrages à bonne valeur énergétique et bonne valeur protéique qui vont nous permettre d'engraisser nos animaux en autonomie complète. Après, en fonction de la qualité du fourrage, on ajustera la quantité de concentré, l'objectif étant d'en mettre le moins possible. Voilà. Et puis, en guise de conclusion, parler de perspective, parce qu'on soit en Limousin, en Charolais, on a des interrogations fortes sur les observations qu'on fait aujourd'hui. Donc, à Torigné, on les a chiffrées, et puis on a discuté avec les collègues de Jalony, mais en Charolais, ils ont les mêmes observations. C'est un alourdissement certain de nos animaux, avec des durées d'engraissement qui augmentent de façon très significative. Et clairement, l'efficacité technico-économique en fin de finition, elle est remise en cause aujourd'hui. Donc, on a des travaux de recherche là, en cours, donc on va vous en parler dans la vidéo qui va suivre ce petit débat, et puis aussi des travaux à Jalony et à Torigné sur la notion de précocité. Voilà, Bertrand, je te laisse annoncer la suite. Voilà, on va reprendre tout de suite donc sur une petite vidéo qui va nous permettre de voir la ration actuelle qui est pratiquée sur la ferme, de voir les essais qui sont en cours, le protocole d'essai en cours, et puis l'ensemble des mesures qui sont réalisées actuellement sur le troupeau à Torigné, à Torigné d'Anjou. Nous voici dans le bâtiment dédié à l'activité de recherche sur les problématiques de finition des vaches et aussi des bœufs. Alors, petite particularité de ce bâtiment sur la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou, c'est qu'il ne ressemble pas à un bâtiment d'élevage qu'on peut trouver dans des élevages dits classiques. Effectivement, nous sommes équipés de ce que nous appelons des osses peseuses individuelles qui nous permettent en fait de connaître la consommation précise de fourrage et de matières premières par animal. Donc, c'est des systèmes de grands bacs qui sont montés sur des pesons avec une prise de poids en dynamique et ce qu'on appelle des portillons qui sont connectés en fait aux boucles électroniques des bovins qui permettent de s'ouvrir et de se fermer en fonction des paramètres que l'on a fixés. Donc cette année, la ration qui est utilisée pour la finition des animaux, c'est une ration très classique de ce qui est utilisé sur la ferme. Donc en fourrage, on utilise de l'enrubanage, donc un enrubanage qui est réalisé sur des prairies à fleurs variées. On essaie de le récolter suffisamment tôt pour garantir un peu de valeur nutritive. L'objectif, l'idéal, ce serait d'être autour de 0,8 UFV par kilo de matière sèche sur la valeur énergétique de ces enrubanages-là et potentiellement d'être à 120-130 grammes de MAT par kilo de matière sèche pour être à peu près à 80-85 de PDI, avoir un fourrage qui est équilibré, donc qui laisse moins de chemin à faire en fait avec les concentrés pour répondre aux besoins en fait des animaux. Alors là cette année, petite particularité, on est sur un enrubanage donc qui est relativement sec, aux alentours de entre 65 et 70% de matière sèche, donc qui est relativement bien ingestible. En termes de valeur énergétique, là voilà, on est un cran en dessous, on va être plutôt autour de 0,70-0,75 UFV par kilo de matière sèche. Donc ce qui va nécessiter après de recourir aux concentrés. Donc les concentrés, on va en trouver de deux natures. On va se focaliser sur celui-là en premier. Donc un concentré énergétique qui est un mélange à base de triticale pois,
donc qui est récolté sur nos parcelles. Là. Donc un mélange là cette année, voilà, là on est à peu près sur 70% de triticale et 30% de poids, ce qui nous garantit voilà un concentré qui est presque équilibré aux alentours de presque une UF et puis 80-85 en PDI, 90 en PDIE, donc ce qui fait un concentré relativement équilibré. Et puis bah voilà, comme notre fourrage est un petit peu court en azote cette année, là voilà, on est plutôt aux alentours de 10 points, 9-10 points de MAT, donc on est plutôt aux alentours de 55-60 en PDIN, on est obligé de recourir voilà de la févrole. Donc la févrole qui est cultivée aussi sur la ferme, hein, et là on a 1 kg donc dans la ration. Donc cette année en gros la ration en consommation, on est à peu près à 10 kg de matière sèche d'enrubanage de prairies à fort variés, 3,5 kg de triticale poids pour apporter l'énergie et puis 1 kg de févrole en fait pour ajouter pour un petit peu de protéines, un petit peu d'azote soluble en fait dans la ration. Alors à partir du régime alimentaire que Bertrand vous a présenté, en fait on a 2 modalités d'expérimentation cette année. On travaille sur le niveau de finition de nos vaches et de l'impact derrière sur la qualité de la carcasse et la qualité organoleptique de la viande. Donc la première modalité, c'est l'idée de pousser des vaches jusqu'à un niveau de finition de 3, qui correspond à une finition dite classique, et de regarder derrière l'impact sur la qualité. Et puis la deuxième modalité, c'est de pousser ces mêmes vaches, enfin pas tout à fait les mêmes, hein, parce qu'elles sont en dispositif coupe, mais leurs homologues, à un niveau de finition de 2,5. Et là encore, d'aller faire des mesures en collaboration avec l'Institut de l'élevage sur la qualité des carcasses et la qualité de la viande. L'idée, en fait, c'est de se donner les moyens de répondre à la problématique suivante, c'est est-ce qu'on perd de l'argent sur les derniers kilos d'engraissement? Donc il semblerait que oui. Mais est-ce qu'on peut s'affranchir de cette phase, ces derniers jours de finition, sans pénaliser la qualité de la viande derrière? Donc voilà, donc là tous les animaux en fait ils sont dans le même lot, comme ça ils disposent du même régime. On fait nos mesures individuelles de consommation et les dates de départ à l'abattoir se font donc en fonction de l'état des animaux. Pendant les essais engraissement, les bovins sont pesés tous les 15 jours, à peu près, de manière à voir l'évolution de poids. Et en parallèle de cette mesure de poids est faite une notation de l'état corporel qui est estimée par palpation au niveau de l'attache de queue et sur les 2 dernières côtes du bovin. Ici, et c'est la moyenne de ces 2 notes qui nous permet de donner une note d'état globale du bovin et ainsi de piloter la finition. Voilà, nous revoilà après ce petit reportage sur la ferme. Donc, dès à présent, n'hésitez pas. On a déjà 2-3 questions qui sont arrivées. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre. Donc une première question de Marie Grignou qui s'adresse plutôt aux collègues de Jalony. Pour que les travaux soient moins concluants sur les 2 autres années, quelles limites contraintes avez-vous rencontrées? Alors, sur les travaux qui ont été résumés par Jérémy sur les 3 dernières années de travaux, il a dit on a pris 2017 qui était une des années qui a le mieux marché sur les 3. Jérémy est arrivé en cours de route sur Jalony et c'est vrai que ces travaux ont démarré avant, depuis les années, on va dire 2010-2012. Donc il y a un bagage en fait entre 6 et à peu près 8 ans de travaux où on a reproduit et choisi en fait l'année 2017 qui se rapproche des années où ça marche le mieux, où on réunit en fin de compte les conditions finalement que l'on décrit aujourd'hui et que l'on vous conseille d'appliquer, qu'on a résumées dans différents documents et des fiches, on y reviendra tout à l'heure, pour s'assurer en fait de la réelle économie de concentré. Donc on l'a répété plusieurs fois, pas systématiquement d'une année sur l'autre. Et la difficulté qu'on a eue, elle repose vraiment sur la capacité à récolter le fourrage assez tôt en termes de stades, donc des stades de début épuisant sur nos prairies naturelles
Bourgogne, on va dire du nord du Massif central, hein, de la zone herbagère, donc fauché et récolté assez tôt. Et c'est vrai que par rapport à des récoltes, par rapport au témoin qui a été utilisé, hein, foin, on est sur des économies de 250 à 270 kg de concentré quand on arrive à faire cet enrubanage de très bonne qualité avec des rendements qui ne sont pas ridicules. Parce que la difficulté qu'il peut y avoir aussi dans la conduite fourragère, c'est d'arriver à récolter tôt, mais des tonnages à l'hectare qui sont très faibles. Et après, en termes de coût de revient, on reprend la mécanique de calcul. Donc, les clés de la réussite sur l'aspect prairie, c'est d'arriver à passer au bon stade au centre de température en suivant, en pilotant avec les centres des températures et du coup d'azoter un peu plus pour espérer un rendement quantitatif intéressant pour limiter les coûts de récolte. Sur le volet luzerne, on a eu les mêmes difficultés et alertes du coup qui ont été exprimées par Julien Fortin. Hein, c'est la difficulté de récolter au bon stade. Et c'est vrai que au fil des essais, on est arrivé à une qualité sur l'enrubanage de luzerne qui s'est stabilisée à partir de la deuxième coupe. On a eu beaucoup plus de résultats aléatoires sur la valorisation des premières coupes enrubanées par rapport au stade de récolte. Ça explique une partie des écarts. Et c'est vrai que au fil du temps, on a utilisé plus facilement les deuxièmes et les troisièmes coupes pour la finition des animaux. Donc, la part d'aléa sur la luzerne, elle était beaucoup plus relative à la qualité de la première coupe qui, en fonction des années, était tout à fait honorable et permettait d'engraisser, ou d'autres fois était trop limitée en termes de densité. On tombait sur la protéine aussi, et ce qu'on vous a expliqué là, effectivement, on n'en avait plus le bénéfice. Voilà pour cette partie-là. Ok, merci Julien pour cette réponse. Alors, une autre marque de Delphine qui nous interroge en fait sur les durées d'engraissement qui sont très longues, hein, quelles que soient les modalités d'engraissement, et surtout de plus en plus longues. Et derrière, des temps de présence en bâtiment, production de fumier, consommation de paille, eux aussi plus importants. Alors nous, ce qu'on a démontré, c'est que déjà, rien que sur coût alimentaire, on sait que les derniers kilos, sur certaines catégories animales, on perd de l'argent. Donc bien sûr, hein, cette augmentation des durées d'engraissement, elle est vraiment problématique à l'échelle de l'éleveur, quoi. Et là, il y a un gros levier qu'on souhaite mobiliser quand même à travers des travaux futurs, c'est de travailler sur la fameuse notion de précocité, mais dans la précocité, la capacité des animaux à déposer du gras rapidement pour être en mesure de finir nos animaux plus rapidement. Alors il y a de très très fortes chances que cela s'accompagne d'une diminution des gabarits. Et donc voilà, donc moins de viande à déposer, des animaux plus efficaces qui déposent plus rapidement du gras, ça devrait aller dans le sens peut-être d'une réduction des durées d'engraissement. Mais un enjeu de taille pour les années à venir. Donc, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, Julien, ça rejoint un peu la question aussi qui était posée par François, qui concerne un peu l'évolution en fait de cette marge sur coût alimentaire en fait sur les 15 dernières années, ce qu'on avait observé. Alors, de mémoire, effectivement, on va prendre, voilà, il y a une quinzaine d'années, on était à 400 kg de carcasse, on avait des consommations de l'ordre de 3,5 kg à 4 kg de concentré. Et sur des temps de finition aux alentours de 90 jours. Donc aujourd'hui, on était plutôt sur des approches autour de 440-450 kilos, une légère augmentation et encore pas beaucoup d'augmentation du prix unitaire parce que finalement en termes de conformation, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Donc une augmentation du produit quand même qui est liée à l'alourdissement. Mais effectivement, quand on a fait le calcul jusqu'au bout, en affectant les concentrés, parce qu'il y a plus de consommation de concentrés, parce que les durées augmentent et parce qu'il y a aussi un petit peu plus de distribution unitaire, au bout du compte, quand on a fait le calcul, on s'est aperçu que notre marge sur coût alimentaire ne s'était améliorée en l'espace de 15 ans que d'une cinquantaine d'euros. 50, 60 euros maximum. Et ça, c'est sans compter le temps de présence supplémentaire, la paille supplémentaire, etc. Et c'est là, effectivement, ça a commencé quand même. On a fait ce constat-là en disant que en 15 ans, finalement, notre marge sur coût alimentaire ne s'était améliorée que de 50 euros. Ça a motivé un peu à la fois les travaux sur la réduction éventuelle de la phase de finition, est-ce qu'elle a des conséquences sur les qualités organoleptiques, et même d'aller un peu plus loin sur tout ce qui était recherche de précocité et précocité à déposer du gras. Ok, alors moi Bertrand, de mon côté, je ne vois pas d'autres questions, mais je suis pas sûr que mon outil arrive à se mettre à jour correctement. Est-ce que tu as d'autres questions, toi?
Non, on a un petit bonjour d'Allemagne, c'est très gentil, merci. C'est très sympa. Je vois pas d'autres. Je vois pas Ok. d'autres. Il y a, questions. Jaloni, vous avez préparé des outils de communication, de diffusion de ces travaux-là. C'est peut-être l'occasion d'en parler rapidement, Julien. Oui, donc ce que je vais aborder ça, c'est juste pour compléter la remarque sur l'évolution des poids de carcasse observés dans le cas enfin, l'exemple de Torigné. Il faut savoir que dans le cadre du bassin charolais, au niveau de la synthèse commerciale, il y a à peu près 500 000 ventes qui sont synthétisées par le réseau d'élevage. Sur le volet vache de réforme, on est sur une évolution un peu analogue à celle que vous avez décrite et vécue et chiffrée là sur Tournier. Moi, j'ai entendu régulièrement dire, sur ces 20 dernières années, on observe à peu près une augmentation de 2 kg du poids carcasse en moyenne par an. Alors, ça semble un petit peu s'éroder ces toutes dernières années, mais c'est récent, ce chiffre-là. Mais quelque part, une évolution de 40 kg en charolais sur les poids de carcasse sur ces 20 dernières années, c'est une valeur moyenne observée sur un volume important d'animaux. Voilà. Donc, on se retrouve assez bien avec l'évolution que vous avez décrite avec la race limousine, avec une conduite bio chez vous, hein. On est sur des trajectoires assez semblables en termes d'évolution. Pour revenir à ce que tu évoquais, Julien, donc effectivement, il y a eu un gros travail de synthèse. J'ai évoqué tout à l'heure des travaux qui ont démarré en 2010, plus particulièrement sur la qualité des fauches précoces, et qui ont trouvé une déclinaison dans un deuxième temps avec des travaux sur le rubanage de luzerne. C'est vrai que tout ce travail-là sur la finition a fait l'objet de fiches qui ont été formalisées. Donc, dans le cas des vaches de réforme, on est passé enfin, il y a eu 8 fiches à peu près qui existent, qui décrivent en fait des régimes à base d'herbes récoltées plus ou moins précocement sous forme de rubanage, et qui font aussi, qui renvoient à d'autres travaux qui précédaient les années 2010, plutôt sur au départ, une préoccupation de simplification de la distribution de l'alimentation et des travaux avec le à volonté. Donc, vous retrouverez dans ces jeux de fiches, je vais vous en montrer une à l'écran, et c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver sur le site internet de la ferme, hein, des fiches un petit peu de ce format-là, hein, qui permettent sur un recto verso d'avoir l'essentiel sur la première page des préconisations pour la mise en œuvre des repères quantitatifs sur les transitions et sur la ration en croisière, et au verso plutôt des préconisations d'ordre sanitaire sur les pratiques de distribution. Enfin, je pense que Julien, tu as raison d'insister sur la nécessité de rationner pour la maîtrise aussi maîtrise économique et du coup de fait digestive de ces rations-là. À Jalony, qui a eu 6 kilos de d'orge par jour dans le cas des rations rubanées, ou 7 kilos d'orge par jour dans le cas des régimes luzerne, c'est vrai qu'on avait une distribution 2 fois par jour systématiquement dans le cadre de ces essais-là. Et c'est une clé importante de réussite qui évite de tomber dans les doses, dans les niveaux de pH, excusez-moi, dans les doses de concentré. Et c'est un lapsus révélateur. Et les niveaux de pH critiques quand on commence à flirter avec des pH au-dessous de 5,5. Plus on va descendre au-dessous de ces seuils-là, on va jouer avec la subacidose et tomber dans l'acidose progressivement. Et quand on tombe dans ces problèmes-là, vous savez que c'est 3 semaines, 1 mois d'engraissement que l'on prend forfaitairement dans la figure quand on a ces problèmes-là. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver... alors, il y a un dossier sur les vaches de réforme, il y a aussi un dossier qui a été formalisé sur le même format sur l'engraissement des jeunes bovins en charolais, issu des travaux de Jalony sur toute une gamme de travaux conduits à Jalony, mais aussi dans les stations expérimentales de Moron ou des établières, donc avec de l'ensilage de maïs en ration de base avec des alternatives avec du sorgho par exemple, ou des rations sèches avec des alternatives qui introduisaient elles aussi des enrubanages de luzerne et des enrubanages de régras, toujours dans l'idée de supprimer la fraction protéique. Donc si on reprend l'exemple de Moron, hein, l'engraissement de jeunes bovins avec ces enrubanages de luzerne de mémoire avait permis de supprimer la fraction de tourteau de soja des régimes d'engraissement. Et enfin, il y a un dernier jeu de fiches, toujours dans la même idée, qui décrit des régimes non pas de finition, mais de repousse de mâle. Là, c'est dans le cas de repousse de mâle charolais, qui démarre à 280 kg au sevrage ou 310 kg au sevrage s'ils ont été complémentés sous la mer.
dans un objectif de vente de 420 à 410, 420 kg payables. Donc c'est pareil, il y a un jeu d'une dizaine de fiches qui décrit plus ou moins de coûts de complémentation associés à plus ou moins de qualité d'herbe récoltée sous forme de foin, sous forme d'enrubanage à 900 degrés ou d'enrubanage à 800 degrés. Voilà. Donc, je ne sais pas, Julien, peut-être que si de votre côté, tu peux peut-être indiquer où retrouver toutes vos préconisations. Oui, alors nous, on n'est pas aussi bon que Jaloni pour faire des fiches. Par contre, on essaye de faire en fait plutôt sous forme de vidéo là depuis quelques temps. Donc vous retrouverez beaucoup d'informations à travers les réseaux sociaux, notamment la page Facebook hein, qui permet d'organiser ce genre d'événement. On a quelques fiches, mais pas trop sur l'engraissement, hein, plutôt sur la conduite des fourrages. En tout cas, voilà, les principaux messages, vous les avez retrouvés aujourd'hui. Et après, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que des solutions, il en existe plein, des solutions autonomes, il en existe énormément. L'enjeu, en fait, c'est des équilibres d'énergie et d'azote. Et tant qu'on arrive à rapporter la quantité d'UF qu'il faut et qu'on y associe la bonne quantité de protéines, eh ben, on arrive à finir nos animaux. Voilà. Alors peut-être avant de conclure, là j'ai vu qu'il y avait une dernière question. Une petite question ouais, sur est-ce qu'on travaille sur des animaux gestants? Eh bien, à Torigné, non. Et ça c'est sûr. C'est que des vaches non gestantes. Je peux m'exprimer sur Jaloni aussi, parce que c'est un critère de démarrage. Nous faisons systématiquement des échographies pour être sûr de travailler sur des animaux non gestants aussi. Donc nous avons un point commun, quelle que soit la couleur de la robe de nos vaches. Voilà. Eh bien voilà, est-ce que tu as d'autres questions, toi Bertrand? Non, je ne pense pas. Je refais un petit tour. Non, c'est ok. Pas d'autres questions. Bon, eh bien nous allons en rester là. Nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons que nous vous avons apporté quelques solutions. Bien sûr, ce live est disponible en replay. Donc vous aurez l'occasion de le retrouver ou de le mettre sur pause, notamment devant les tableaux avec les rations pour voir des résultats bien précisément. On vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Très bonne fin de journée à tous et puis à très bientôt.